Alors vous voici dans la seconde partie de l'épisode avec Yannick Rumpala. Pour celles et ceux qui cliquent et qui n'ont pas écouté la première partie, je pense que ça peut être bien que vous alliez d'abord écouter la partie 1 avec mon invité pour poursuivre ensuite avec la partie 2. Je pense que ça marche vraiment mieux comme ça dans ce sens-là. Voilà, après vous faites comme vous voulez. Peut-être que depuis vous avez ressorti des livres de science-fiction ou des choses que vous aviez un peu dans vos bibliothèques. En tout cas, voilà, on va poursuivre là et on va rentrer aussi dans le cœur des sujets de comment ce lien en fait entre la science-fiction et aujourd'hui nos questionnements qu'on a sur Welobo atterrissent et peut-être se touchent et peut-être se rencontrent. En tout cas, voilà, c'est la nouvelle ouverture que j'ai profondément envie d'apporter dans cette série-là avec toutes ces personnes qui vont venir nous parler des imaginaires et j'espère que ça vous plaira. Voilà, je vous embrasse et très très bonne écoute. Et alors, si on veut être comme ça sur ces valences plutôt hautes de ce que ça pourrait apporter dans le bon sens, parce qu'il y avait aussi cette envie que, enfin, nous dans le podcast, on se disait, mais comment, pour en revenir un tout petit peu au beau et pour faire après le lien avec peut-être les prototopies, mais comment est-ce qu'on peut désirer quelque chose qu'on ignore même d'exister. Donc il y a aussi ce truc-là de... Ouais, excellente question. Alors là, c'est le deuxième grand intérêt de la science-fiction. C'est pas seulement nous faire peur. Il y a cette dimension-là, incontestablement, avec toute la profusion de productions dystopiques et apocalyptiques, mais c'est aussi potentiellement nous amener à désirer autre chose. Il y a des théoriciens d'utopie, hein, je pense à Eric Olin Wright, grand sociologue américain, qui a beaucoup réfléchi là-dessus avant sa mort, justement sur cette dimension de désirabilité. Ouais, sur comment est-ce qu'on fait pour restaurer la désirabilité. Et moi, c'est l'hypothèse que je fais aussi, c'est qu'on ne peut pas produire une forme de changement de système si on n'a pas un imaginaire disponible, un imaginaire alternatif. Voilà. S'il n'y a pas quelque chose dont on nous donne l'image pour remplacer notre monde, bah, c'est assez difficile de mobiliser les foules, parce qu'on va vous dire, oui, vous êtes bien gentil ou gentille, mais qu'est-ce que vous n'avez à nous proposer en remplacement à ce système qui, certes vu de loin, marche pas forcément très bien, mais a produit un certain type de confort. Et l'intérêt de l'imaginaire, effectivement, bah, c'est de donner à voir d'autres types de mondes qui peuvent... Alors, je vous l'accorde, il n'y en a pas beaucoup, ils sont relativement minoritaires, mais il y en a. Il y en a. Qu'est-ce que ça pourrait être un monde qui soit plus habitable? Il y a un genre, par exemple, qui est en développement actuellement, qui s'appelle le solarpunk. Donc c'est un des dérivés du cyberpunk qui pose l'hypothèse d'un monde qui fonctionnerait avec énergie renouvelable, un autre rapport au vivant, des valeurs plus apaisées, des formes de relations plus pacifiques entre les êtres humains, moins de compétition, plus d'entraide, plus d'amitié. Voilà. Et le solarpunk met en scène des villes, des communautés, des histoires, avec des formes de relations plus apaisées avec l'environnement et les communautés. Donc il n'y en a pas beaucoup, beaucoup, effectivement, mais on peut trouver des formes d'espérance écologique voilà, dans le bouquin. J'avais essayé de repérer ce que j'avais appelé des lignes de fuite ou des prototypies, on y reviendra tout à l'heure. J'avais repéré 6 lignes de fuite en croisant différentes variables. Voilà. On peut aimer le high-tech, on peut préférer le low-tech, on peut Oui, il y avoir avait abstention technologique, frugal. Bah, peut-être que on pouvait en lister quelques-unes dans ouais, donc ces les 6 lignes de c'était fuite. effectivement dans l'ordre. L'abstention technologique, en gros, c'est le choix de mettre un stop aux évolutions technologiques. Donc, soit de manière autoritaire, on peut trouver dans un roman de Michel Jury qui s'appelle Les Écumants de Silence, où une partie de l'humanité raconte l'histoire et soi-disant mise en stase dans des vastes zones de stockage souterrain, et ne reste que sur la surface une petite partie de l'humanité qui est destinée à surveiller l'état de la planète le temps que la planète se restaure et retrouve un état écologique acceptable. Voilà. Ça, c'est l'histoire officielle. Le roman montre que, alors je vous spoil pas, je vous dévoile pas la suite, mais qu'il se pourrait bien que c'est pas tout à fait ce qui soit pour en réalité, qu'on a peut-être raconté quelque chose à la population qui n'est pas le choix qui a été fait au final. Voilà. Donc ça, c'est la version un peu autoritaire, et puis il y a une version un peu plus démocratique qu'on trouve dans La Vague montante, qui est une novella de Marion Singer Bradley, qui raconte l'histoire d'un vaisseau spatial humain qui était parti en expédition à l'autre bout de la galaxie, qui revient, et qui a la grande surprise de découvrir une Terre sur laquelle le progrès technologique paraît s'être arrêté. Et donc l'équipage en question est très surpris parce que leur fusée ne suscite absolument aucun étonnement, les gens s'en foutent, quoi. Et c'est comme si le temps et la technologie s'étaient arrêtés.
Et en fait, on va s'apercevoir au fil de la novella que c'est un choix, que les humains de l'époque se sont dit, bah, il n'y a pas besoin d'aller plus loin, ce que nous avons nous suffit. Alors, non pas que les technologies aient disparu, parce qu'il y aura l'épisode où une femme va être malade, et pour le coup, là vont ressortir les technologies de pointe, mais uniquement pour les situations Pour les plus les graves. usages. Voilà, pour les usages extrêmement précis et pointus. Mais hormis ces épisodes, les gens se disent, voilà, on a atteint notre niveau de confort, il n'y a pas besoin d'aller chercher des innovations technologiques magnifiques, et nous nous contentons, effectivement, mais c'est un choix collectif, hein, c'est de manière démocratique. Comme si ça avait été un peu ringardisé, enfin le fait Ouais, ou de en tout cas, plus d'intérêt. comme si les valeurs avaient évolué, et comme si les personnes considéraient qu'il était suffisant. Voilà, à quoi ça sert d'avoir la 5G, la 6G, la 7G ou que sais-je, si après tout on peut fonctionner avec un smartphone dans l'état actuel des technologies, quoi. Pourquoi vouloir aller plus loin dans le métavers en compagnie de Monsieur Zuckerberg, si après tout l'état des technologies nous satisfait, voilà. Pourquoi vouloir pousser plus loin les recherches médicales jusqu'à nous rendre artificiels à certains égards et à perdre notre part d'humanité, voilà, parce qu'il y a ce risque-là aussi qui est évoqué dans le... Voilà, donc ça c'est la première ligne de fuite. Euh, la deuxième ligne de fuite que j'avais repérée, c'est ce que j'avais appelé la frugalité autogérée, ouais, qui est notamment chez Ursula Le Guin, avec un très beau roman qui s'appelle Les Dépossédés, qui raconte l'histoire d'une petite lune qui a accueilli en fait une espèce de communauté dissidente qui, pour des raisons idéologiques, a fait le choix de partir d'une autre planète qui était pour le coup le modèle archétypique d'une société consumériste, productiviste et capitaliste, et qui a décidé d'aller s'implanter sur cette lune, mais lune qui est en fait une ancienne colonie minière, mais dont les conditions de vie sont extrêmement sévères. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui pousse, quasiment rien, c'est quasiment désertique. Donc là, pour le coup, c'est un rapport aux ressources qui est particulier. C'est-à-dire que la communauté, si elle veut conserver ses principes autogérés, pas de gouvernement, pas de propriété, et la liberté pour tout le monde, doit installer une forme d'autogestion collective, alors avec des contraintes très sévères, mais qui sont acceptées par la collectivité. Ouais. Et toute la richesse du roman, bah, c'est de montrer que certes c'est difficile, mais ça tient. Voilà, donc Ursula Le Guin est fille d'anthropologue. Il y a une forme d'écriture, une forme de présentation de l'histoire qui est très anthropologique, mais elle montre que ça tient. Voilà. Alors, certes, c'est de l'imaginaire, mais on peut construire une société où les ressources sont rares, où le choix collectif est de ne pas avoir de propriété, où tout est partagé. Alors, ça va très loin dans le roman, hein, puisque dans le roman, même les adjectifs possessifs sont interdits. C'est-à-dire qu'il y a un langage qui s'appelle le pravik, où mon, ton, son, c'est interdit. Voilà. Un enfant ne peut pas dire ma mère, parce que ça serait considéré comme une forme d'appropriation. Voilà. Alors, certains trouveront cette évolution lexicale un petit peu totalitaire, mais voilà, dans l'hypothèse que fait Ursula Le Guin, non, c'est voilà, une manière de faire intégrer les valeurs culturelles pour que toute la collectivité accepte de le partager. Et tout est partagé. Voilà, les logements sont partagés, les personnes dans des dortoirs, donc hormis si vous êtes en couple et pour des raisons personnelles, vous pouvez avoir une chambre personnelle, mais sinon la vie collective, elle est essentiellement dans des dortoirs. Voilà. Les objets ne sont pas appropriés. Vous avez l'équivalent de bibliothèque, mais pour des objets. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir ces objets à soi, vous avez besoin d'un outil ou que sais-je. Vous avez une forme de bibliothèque dans laquelle vous pouvez emprunter l'objet, ensuite le rendre, de même que vous rendriez un livre après l'avoir lu dans une bibliothèque. Voilà. Tout est partagé sur ce principe. Donc, frugalité autogérée, dont l'exemple emblématique est Ursula Le Guin, on en trouve de multiples formes et d'autres exemples. Alors, on y reviendra peut-être avec une thématique qui est très allemande, qui est celle des communs, des commons, qui est connue parce qu'on a un prix Nobel d'économie qui est Ine Ostrom, qui a beaucoup travaillé sur cette question. Et en fait, la science-fiction a beaucoup aussi enfin beaucoup, en tout cas relativement fait fonctionner cette hypothèse des communs. Je pense à l'œuvre de Kim Stanley Robinson, qui, voilà, si on suit le fil de son œuvre, en filigrane, il y a toute cette thématique des communs. Qu'est-ce que ça veut dire, effectivement, partager des biens, des ressources, sans se les approprier ni personnellement, ni publiquement par le biais d'un État. Ce qu'on appelle les commons. Voilà. Et la science-fiction permet de montrer que, bah, oui, c'est compliqué souvent, mais ça tient. Et Kim Stanley Robinson le fait notamment avec sa fameuse trilogie martienne, où il recrée une société from scratch, comme diraient les Anglais, à partir de rien, et pour le coup avec de logique plus coopérative, sous la base de donc, frugalité autogérée, avec des variantes plus ou moins poussées dans certaines directions. Troisième ligne de fuite, c'est ce que j'ai appelé je sais pas être trop loin, la session arcadienne qu'on trouve dans un roman d'Ernest Callenbach, qui est moins connu en France, mais qui est un véritable succès de librairie aux États-Unis,
qui était sorti en 75, qui s'appelle Ecotopia, qui revient un petit peu, je dirais pas à la mode, mais qui retrouve une audience actuellement, parce qu'en fait, il y a tout un tas, quand on le relit, il y a tout un tas de fulgurances qui étaient déjà dans le bouquin, et dont on se dit que si on avait déjà pensé à les mettre en place avant, peut-être que ça nous aurait épargné certains inconvénients et certains désagréments. Donc, le Vélib, par exemple, le vélo en libre service, était déjà imaginé en 75 dans Ecotopia. Voilà, l'impression d'un livre à volonté est donc plutôt que de l'acheter, voilà, on ne le lit que, on l'imprime que quand on a besoin, voilà, où la vidéoconférence était déjà imaginée dans Ecotopia. Donc Ecotopia raconte l'histoire de 3 États américains, Californie, un bout de l'Oregon et puis un bout de Washington, qui font sécession, qui décident de quitter le modèle productiviste et consumériste américain, et qui décident de créer une forme de société plus respectueuse de l'environnement, donc moins obsédée par la consommation et la production, et avec des bases de vie plus communautaires. On est clairement dans le modèle contre-culturel, un petit peu hippie, tel qu'il était dominant, en tout cas très fortement présent, à la fin des années 60 et au début des années 70 aux États-Unis. Donc il y a cette espèce d'atmosphère un petit peu hippie. Et on est clairement dans le schéma utopique à la Thomas More, où effectivement c'est un observateur extérieur, un journaliste, qui va observer et faire la chronique de cette société pour en montrer les aspects un petit peu particuliers. Et je le disais, il y a toute une série d'idées intéressantes qui ont été reprises depuis. Je pense notamment au fait de mettre des limites aux villes, à l'extension des villes. Donc le fait qu'une ville, au-delà de l'occupation d'un certain espace, se voit objecter de ne pas pouvoir aller plus loin, voilà, en considérant que un espace aurait été suffisamment artificialisé et qu'il ne faut pas aller plus loin. Voilà. Et vous avez des villes, aux Pays-Bas par exemple, qui ont repris ce mode de fonctionnement, voilà, qui disent on a construit et on n'ira pas plus loin. C'est-à-dire qu'on maintient la ville dans une limite prédéterminée, de façon à éviter que des espaces naturels ne soient colonisés et transformés en espaces artificiels. Quatrième ligne de fuite, c'est ce que j'ai appelé l'abondance automatisée, qu'on trouve chez un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Ian Banks, qui a inventé une civilisation qui s'appelle la culture, qui est une civilisation hédoniste, là aussi sans gouvernement, sans propriété, sans argent, un petit peu anarchisante à certains égards. Donc il y a des velléités d'expansion à l'échelle galactique, mais c'est pour le bien commun. C'est-à-dire que la culture prétend se répandre, mais c'est pour répandre ces valeurs de paix, d'hédonisme et de bien collectif. L'intérêt de la culture, c'est qu'elle pousse très loin le niveau technologique dans la maîtrise de l'énergie et dans la maîtrise de la matière. Elle le fait notamment grâce à 2 ressorts, qui sont l'automatisation généralisée. En gros, tous les processus productifs sont automatisés, donc les humains ou les entités autres que les humains ne sont plus soumises à des objectifs de production. Et elle a une deuxième caractéristique, cette société, c'est qu'elle est gérée en sous-main, entre guillemets, par des intelligences artificielles. Et Banks fait en quelque sorte l'hypothèse que le Gosplan, l'anarchisme, pourrait être une hypothèse crédible grâce aux intelligences artificielles. C'est-à-dire que les puissances de calcul des IA permettraient effectivement de planifier en quelque sorte tous les processus humains, collectifs et productifs, voilà, en se reposant sur ces gigantesques capacités de calcul. Voilà. Et pour le coup, les humains pourraient se consacrer à toutes les activités qui leur feraient plaisir, devenir compositeur, que sais-je, faire passer ses journées à faire du sport, ou lire, passer son temps à lire, etc. Voilà, être libéré du travail en quelque sorte, de la pesanteur du labeur, et consacrer sa vie à toutes les activités hédonistes. Donc ce que j'ai appelé l'abondance automatisée, ou ce que j'ai appelé aussi l'anarchie assistée par ordinateur, voilà, avec cette hypothèse que l'autorégulation collective pourrait tenir grâce à cet appui des intelligences artificielles. On arrive à la 5e, qui est ce que j'ai appelé le conservationnisme autoritaire, donc qui consiste pour le coup à préserver la nature de manière relativement autoritaire. Alors on peut en trouver des versions low-tech ou sans technologie, comme dans une série de romans de Karen Travis, qui s'appelle Le cycle Vess-Har, qui raconte en gros l'histoire d'une expédition humaine qui part sur une autre planète, retrouver une autre expédition humaine qui n'avait plus donné de nouvelles. Et pourquoi elle ne donnait plus telle de nouvelles? C'est parce qu'en fait, elle a été mise sous cloche par une espèce d'entité extraterrestre qui, dans une forme de rédemption, donc c'était un extraterrestre qui est devenu immortel en étant contaminé par un parasite, qui faisait partie d'une espèce extrêmement brutale et invasive,
mais qui, par une forme de rédemption, va se charger de protéger la planète qu'il a accueillie. Donc elle devient immortelle, et son espèce de mission, ça va être de préserver les formes vivantes de la planète qui a été son hôte en quelque sorte. Voilà. Jusqu'à ce qu'arrivent des humains un jour, et comme tous les humains, ils ont fréquemment des velléités colonisatrices ou d'implantation, et voilà, ce qui ne va pas plaire à cette entité extraterrestre, qui va donc accepter ces humains, mais moyennant cette mise sous cloche et le respect d'injonctions qui vont être très brutales, puisque tout humain qui ne respecterait pas leurs règles se verrait purement et simplement éliminé, verrait sa vie ôtée par cette extraterrestre. Donc, ce qui est une forme de transposition, en fait, à des projets qui sont tout à fait réels. Voilà, il y a ces idées qui circulent, de mettre une partie de notre nature sous cloche. Peut-être avez-vous entendu parler d'un projet qui s'appelle Half Earth, qui consisterait à mettre la moitié de la Terre dans une forme de réserve naturelle. C'est-à-dire que voilà, dans une moitié, on fait, enfin pas ce qu'on veut, mais en tout cas on continue à exploiter, à urbaniser ou artificialiser relativement. Et dans l'autre moitié, on fait en sorte que ne soit possible que le minimum du minimum des implantations humaines, voilà, en mettant sous cloche et en créant des espèces de conservatoires naturels où serait préservé voilà, ce qu'on appelle le projet Half Earth. Alors, malheureusement, on en est bien loin, mais c'est ça. Voilà. Ce qu'on retrouve aussi, c'est Jack Vance dans la station d'Araminta, qui est un autre roman qui décrit un petit peu cette idée de mise sous cloche d'une planète avec juste le minimum de communauté humaine pour préserver et assurer le bon fonctionnement de ce qui a été mis sous cloche. Donc ça, c'est la version extraterrestre. Il y a une version aussi un peu moins riante, parce qu'il n'est pas impossible qu'on s'y achemine un jour. Ça, malheureusement, c'est un roman qui n'est pas traduit en français, je le regrette, qui s'appelle Carnivore, d'une américaine qui s'appelle Elizabeth Bear, où là, pour le coup, la conservation, c'est de manière autoritaire par la gestion d'intelligence artificielle. C'est-à-dire que c'est ces IA qui ont pris en main la régulation de la planète et qui, par le biais d'algorithmes de calcul, etc., gèrent la consommation des ressources, le niveau de production et le niveau de consommation, et même jusqu'au niveau de population humaine sur cette planète. C'est-à-dire que les IA considèrent que, par exemple, si l'humanité a dépassé un seuil de population qui met en péril les mécanismes d'autorégulation planétaire, on élimine purement et simplement la partie de population qui est en excédent. Voilà, avec un processus dans le roman qui s'appelle The Assessment, on élimine purement et simplement la partie humaine dont on juge voilà, elle risquerait de faire dépasser la capacité de charge de la planète. Là aussi, ça paraît une hypothèse OSF, c'est pas tout à fait une hypothèse OSF. Il y a des groupes, je veux dire, très radicaux qui, dans une logique presque misanthrope, on trouve des textes sur Internet qui vont jusqu'à prôner une éradication d'une partie de l'humanité pour que la planète puisse rester habitable. Oui, on en trouve un. Voilà. Okay. Une perspective, je mets radicale avec beaucoup de guillemets, parce qu'on a passé le registre du radical. On est carrément dans la misanthropie la plus crasse. Voilà. Donc conservationnisme autoritaire. Par parenthèse, qu'on trouvait dans certaines formes, on en parle moins aujourd'hui, mais il a existé aussi certaines formes d'écofascisme. Dans les années 70, voilà, ont existé des théoriciens écofascistes, éco-autoritaires. Alors à l'époque, il n'y avait pas d'IA ou de ce type, mais qui réfléchissaient déjà à des formes d'encadrement des populations quasi fascistes pour préserver l'habitat planétaire. Ça a été théorisé. Voilà. Et c'est resté dans une frange relativement radicale et assez peu développée, mais ça existe. Dernière ligne de fuite, celle que j'ai appelée la spiritualité naturelle, qui est présente pour l'exemple le plus connu dans Avatar, le film Avatar, enfin les films Avatar de James Cameron. Spiritualité naturelle, parce que là, pour le coup, il y a une forme de déification presque des environnements. Il y a un rapport qui est très intime, déifié presque de la nature. Dans Avatar, effectivement, c'est donc l'espèce de déité qui est représentée avec l'espèce d'arbre qui va être attaqué à un moment du film par les humains, et une forme de connexion, pour le coup, avec la nature. Dans le film, effectivement, quand on tue, soit par inadvertance, soit pour le consommer un animal, il y a une petite cérémonie, voilà, une forme de cérémonie qui est mise en scène pour montrer le respect qu'on accorde à la nature. Voilà. Et tout le rapport à l'environnement
est dans une espèce de spiritualité, de panthéisme, voilà, qu'on peut trouver à certains égards chez Pierre Rabhi, hein, en version philosophique en France, voilà, mais qui est traduit en forme fictionnelle par Avatar. Qu'on trouvait aussi chez Ursula Le Guin, dans un petit roman qui s'appelle Le nom du monde des forêts, dont Avatar est plus ou moins inspiré son livre. Voilà. Donc spiritualité, alors c'est pas forcément religieux, hein, c'est un rapport au monde qui est très teinté d'une forme de respect, où on n'est pas loin effectivement parfois de la forme de déification. En tout cas, c'est un rapport qui recrée une forme de relation où on n'est pas forcément dans le registre de la transcendance, mais il y a une relation métaphysique avec le vivant, qui n'est pas la relation instrumentale telle qu'on la connaît dans le monde de la modernité, telle que nous la vivons depuis le XVIIe et XVIIIe, et a fortiori depuis la révolution industrielle. Et on trouve aussi différentes versions de cette spiritualité naturelle, pas forcément dans Avatar, mais voilà, ça a été mis en scène moult fois dans SF. Donc, ces lignes de fuite qui peuvent donner des formes d'espérance, et je laisse à chacun le choix de choisir celle qu'il préfère. Dans la conclusion du livre, je propose ce que j'appelle la campagne navigation, et chacun en fonction de ses préférences, donc high-tech, low-tech, productiviste ou moins productiviste, le confort consumériste ou le confort moins consumériste, démocratique ou moins démocratique, là aussi je laisse le choix, mais chacun peut croiser ces différents paramètres et choisir l'hypothèse avec laquelle il est plus en adéquation. Donc ça, ce que vous venez de partager avec nous, ce sont cette troisième voie un petit peu que vous proposez avec les prototopies. Voilà, Ça c'est ce que. correspond. Alors, ligne de fuite, c'est le concept que j'emprunte à Gilles Deleuze notamment. Le fait qu'il y ait toujours des fuites, dans une société ou un système, il y a toujours des fuites. Et alors, pour reboucler avec la SF, en fait, là où ça fuit, là où l'imaginaire fuit et nous propose quelque chose de différent, pour le coup, c'est dans l'imaginaire de la SF. Et d'où l'intérêt de récupérer ces lignes de fuite pour en faire autre chose. Et donc récupérer les expériences de pensée et les retravailler du point de vue théorie politique, ce que j'ai fait dans le troisième chapitre. Et puis prototopie, qui est l'autre concept que j'ai proposé, parce que on n'en a pas discuté jusqu'à présent, mais malheureusement, ou un des inconvénients des discussions actuelles, c'est qu'on est un petit peu enfermé dans ce débat binaire entre utopie et dystopie. Avec donc du côté utopique les espèces de schémas de monde idéaux qui seraient presque clés en main et qu'on n'aurait pas à discuter, et puis les dystopies dont on est assailli à profusion actuellement. Et ce que je trouvais dommage, c'est que en étant enfermé dans cette binarité, on perdait toute la dimension exploratoire justement, puisque ce que produit la SF, effectivement, c'est un espace cognitif où on peut explorer. Voilà. Et puis, enfin, en fait, je sais plus, c'était dans une interview où vous disiez que, bah, voilà, ce sujet, en tout cas, cette envie de sortir de l'anthropocène était peut-être pas forcément la manière de bien poser les choses, mais c'était plutôt le type de modèle de société qui a produit l'anthropocène qui doit lui-même être changé. Voilà, et pour le coup, ce que fait la SF, c'est nous donner ces laboratoires. C'est-à-dire que, alors là aussi, chacun fait ses choix en fonction de ses envies, mais au moins, nous avons à disposition l'espace exploratoire, donc topos pour l'espace, et proto, parce que peut être en quelque sorte mis à disposition un ensemble d'idées, de schémas, de récits, de décors, qui nous permettent justement d'expérimenter. Voilà. Alors ça n'existe pas encore, mais peut-être que en quelque sorte est en préparation quelque chose qui pourrait advenir dans un futur plus ou moins lointain. Alors, je le dis par parenthèse, en positif comme en négatif. Hein. En positif, si on trouve des avenirs désirables et enviables, et en négatif, parce que vous n'êtes pas sans savoir que Elon Musk, par exemple, ou la Silicon Valley en général, ont été des grands lecteurs de science-fiction. Elon Musk est nourri, mais véritablement nourri, hein, de SF. On parlait de Neuralink tout à l'heure, voilà, ça vient effectivement de Ian Banks, c'est inspiré de Ian Banks. Alors, Musk en fait les usages qu'il en fait, mais beaucoup de ce qu'il inspire vient de la SF. Et la Silicon Valley a lu de cyberpunk et en fait des usages qui est pas forcément ce qu'on aurait aimé voir mis en œuvre pour le monde d'aujourd'hui. Donc la prototopie peut être riante, radieuse et nous inspirer. Elle peut en inspirer certains aussi, pas forcément en positif, et avec des ambiguïtés qui peuvent être parfois problématiques. Bah, en fait, c'est intéressant parce que du coup, c'est là aussi où on doit se questionner. Enfin, c'est le pire et le meilleur qu'il y a dans aussi, parce que forcément, la force des idées, c'est tout cet esthétisme, c'est tout aussi, enfin, tout ce qui les emballe en fait.
Alors oui, c'est un point qu'on n'a pas beaucoup évoqué jusqu'à présent, c'est la dimension esthétique de la SF. Alors, qui sous forme littéraire, c'est le style, etc. C'est les descriptions qui sont mises en scène. Au cinéma aussi, c'est la manière de mettre en scène avec les effets spéciaux. Et ce qui peut séduire effectivement, c'est cette esthétique. Séduire ou repousser d'ailleurs. Hein. C'est une manière de mettre en alerte, avec une esthétique repoussante, mais ça peut être aussi une manière de séduire. Paradoxalement, le cyberpunk, avec son degré d'artificialisation très poussé, peut séduire. Et en séduit certains, même, et qui aimeraient voir reproduit cet univers cyberpunk. Vous avez même tout un courant de gens qui sont prêts à se... Alors, mutiler est peut-être un terme un peu fort, mais qui sont prêts à se cyborgiser, à transformer leur corps pour se rapprocher de l'idéal cyberpunk qu'ils ont vu dans les œuvres qui les inspirent. Voilà, qui sont prêts à se mettre des puces, à se mettre des bouts de machine dans le corps. Voilà, pour eux, c'est un idéal. On parlait du meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Pour certains auteurs du courant transhumaniste, c'est pas un repoussoir, c'est un modèle. C'est-à-dire que certains transhumanistes considèrent que la forme de sélection génétique qui est mise en scène dans le meilleur des mondes, c'est quelque chose auquel nous devrions aspirer. C'est-à-dire que voilà, pour eux, l'usage des drogues, la soma qui est mise en scène dans le meilleur des mondes, c'est voilà, quelque chose qui est bien, voilà, qui est enviable pour eux. Donc il y a un côté qui est fréquemment ambigu dans la SF. Ouais, bien sûr. Mais c'est marrant parce que je trouve que c'est aussi un peu ce qu'on retrouve, nous, là où un peu on en est aussi avec nos questionnements sur le beau dans ce podcast. C'est-à-dire que quand on peut, en tout cas, avoir le désir de plutôt essayer de nourrir un espèce de beau rempli de sagesse, en tout cas, et qui nous fait re-rentrer en relation, parce qu'en fait aussi, habiter le monde, être dans cette humanité, c'est en fait être en relation avec humain non humain. Alors oui, aujourd'hui se pose cette question avec l'IA et les robots demain, mais en fait c'est quand même une histoire de relation. Et donc nous on s'est aperçu là dans ce qu'on a un peu décortiqué, les oignons qu'on a, les couches des oignons là qu'on a enlevées avec notre relation au beau, c'est que il y a toute une frange du système économique qui a perverti en fait aussi le beau et qui par l'intermédiaire du beau du coup, a fait beaucoup de dégâts en réalité, en nous perdant aussi, enfin nous-mêmes, peut-être dans ce qu'on aime. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont un peu perdues en se disant, mais en fait, mes désirs, en gros, ne m'appartiennent pas et je suis absolument pas libre de désirer ce que je veux parce qu'en fait, je sais même pas ce que je désire et que pour en arriver à vraiment à cette question d'un peu zéro, je dois enlever tellement de couches qui sont épaissement accrochées à nous que ça devient en fait une vraie quête existentielle de se poser cette question et de pouvoir répondre là-dedans. Donc enfin, je vois bien le côté où c'est le pire et le meilleur. Voilà, la frontière est évidemment toujours très très fine. Et est-ce que on pourrait réfléchir, ou peut-être que ça existe déjà, j'imagine du coup en SF, mais des récits où finalement notre perception du beau évolue avec la montée de la conscience écologique, parce que ça c'est des choses dont on parle peu, mais je trouve qu'en fait c'est quand même très très impactant. En tout cas moi je le vois dans ma vie, ma conscience écologique et le fait peut-être aussi au-delà de la conscience écologique, mais mon amour pour le vivant, on va dire, grandissant et s'instaurant de plus en plus avec de plus en plus de prise d'affect dans ma vie, me fait changer ma perception du beau. Donc vraiment, il y a des choses que j'aimais hier que je n'aime plus du tout. D'ailleurs, pour l'instant, elle se réduit un petit peu. Enfin, c'est comme si elle s'était vraiment réduite et que là, voilà, en allant vers d'autres champs, elle commence à se rouvrir, mais sur des trucs improbables que je ne pensais pas aimer d'ailleurs. Et donc, c'est intéressant parce que c'est un chemin où on se redécouvre aussi. Mais est-ce que on a pensé des sociétés où enfin des récits comme ça existent de brutalement tout ce qui était le beau ou le luxe ou je ne sais quoi dans une forme de société bascule et est complètement ringard et donc les gens n'aiment plus ça et il se passerait autre chose. Ouais, alors il y en a de multiples formes. Dans le registre un peu ludique, il y a un roman de Philippe K. Dick qui s'appelle Ubik. Ubik, où on voit se dégrader les objets et revenir les objets à des états antérieurs. Donc plus le roman avance, plus en fait tout se passe comme si les objets revenaient dans un état antérieur du temps. Ce qui est une manière métaphorique de déconstruire la société de consommation que Philippe K. Dick voulait lui-même se construire à l'époque. Voilà. Comme s'il y avait une Donc à la fin concrètement on a quoi, on a du plastique, du pétrole, enfin Ouais, bah, pour le coup, il y a certaines scènes du roman où on voit les transistors ou les objets revenir à ce qu'ils étaient auparavant et se dégrader. Donc, en fait, ah ouais. plus le héros, le protagoniste avance dans le temps,
plus elle a l'impression de revenir en arrière avec des objets qui paraissent se garder. Comme s'il y avait une espèce d'obsolescence programmée, mais qui déconstruisait de manière métaphorique Ah la ouais. société de consommation de l'époque. Voilà. Et pour revenir à ce que vous disiez auparavant, il y a un courant qui fait ça qu'on a mentionné tout à l'heure, qui est le solarpunk. Le solarpunk est très inspiré par une esthétique art déco. Si vous cherchez des représentations sur Internet, vous verrez ces images de villes qui mélangent à la fois du certes urbain dense, mais avec des arbres partout, de la verdure partout. Voilà, comme si une forme de symbiose avait réussi à être reproduite entre l'artificiel, ou en tout cas l'artefactuel produit par l'humain, et le vivant. Voilà, et comme si on était parvenu, dans une espèce d'esthétique art déco pour le coup remise au goût du jour, voilà, une forme de symbiose du vivant et de l'artefactuel produit par les humains. Et le cyberpunk est très beaucoup dans cette esthétique. Voilà, si vous cherchez sur internet, vous trouverez beaucoup d'images qui sont dans cet esprit-là. Et quel rôle, parce qu'en fait, ce podcast, vous savez, il est quand même pas mal écouté par des personnes qui fabriquent le beau, ou l'imaginent, ou le pensent. On en parlait avant de débuter cet épisode, mais c'est vrai que imaginer quelque chose qui n'ait jamais été impensé ou vraiment de neuf, c'est très 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 dur en fait en réalité. Et pour autant, voilà, on parle tout le temps de créativité, on parle tout le temps d'idées, on parle tout le temps d'innovation. Qu'est-ce qu'on peut dire un peu là-dessus au prisme de toute votre connaissance peut-être sur la science-fiction et quel pourrait jouer en fait comme rôle aujourd'hui les designers euh, dans la création de mondes plus... Je suis méfiant ou sceptique à l'égard d'un usage purement instrumental de la science-fiction. Comme on le disait tout à l'heure, ce que j'aimerais, c'est que ça serve davantage d'activateur de réflexion et pas de boîte, outils. pas de boîte à outils. Il peut y avoir ce type d'usage. Voilà, certains peuvent se dire, oui, tiens, cette idée me paraît intéressante. Et après tout, le communicateur hein, qu'utilisaient les héros de Star Trek voilà, nous a donné aujourd'hui le smartphone. Il y a toute une série d'innovations. En sciences sociales, il y a des travaux hein, qui s'amusent à aller voir les innovations qui sont inspirées de l'ASF. Et effectivement, de fait, il y a des inspirations qui peuvent servir de ce point de vue. Mais comme je le disais auparavant, je préférerais qu'on en fasse un usage qui soit celui d'un activateur de réflexion, nous amener à réfléchir, pas forcément aller y chercher des solutions clés en main ou des idées clés en main. Donc des formes d'inspiration, des décalages par rapport à notre réalité, et se dire, bah oui, tiens, ça peut m'aider à réfléchir différemment, ou à repenser des situations contemporaines avec un angle différent. Mais je serais plus réticent à franchir le cap en disant, bah tiens, je vais aller chercher ça, et puis je vais regarder comment ça marche. Non, non, mais peut-être qu'en tout cas, les auteurs de science-fiction créent du neuf, pour le coup, Oui, pour le enfin, en tout coup, cas les meilleurs. Et donc c'est inspirant de se dire que finalement, ils ont cette capacité de s'abstraire aussi, déjà de se faire confiance, je pense, avec, vous parliez de fulgurance tout à l'heure, ou on ne sait pas d'où viennent leurs idées, mais voilà. Et d'oser, en fait, d'oser prendre des risques dans l'écriture de tout exactement. ça Exactement. j'aimerais qu'on termine peut-être sur parce qu'en fait en conclusion de votre livre, vous nous amenez un petit peu, enfin si la SF elle permet de penser finalement au-delà de tout ce qui est des sciences un peu appliquées qui sont les humanités environnementales, donc tout ce domaine de discipline, sociologie, etc. Enfin les sciences humaines. Euh, et donc à un moment donné, vous proposez ce saut un petit peu théorique avec et vous reprenez des éléments, notamment c'est cette question d'écoumène. Est-ce que vous pouvez, voilà, parce que je pense que c'est nouveau pour beaucoup d'entre nous, nous expliquer enfin voilà, là où vous voulez peut-être nous amener ici. C'est un concept qui a une histoire de plusieurs siècles, voire de plusieurs millénaires. Hein. On pourrait remonter à l'Antiquité, mais le concept avait été retravaillé par Kant, enfin, à l'époque de la philosophie des Lumières. Donc, concept qui a été, à ma grande surprise, complètement perdu de vue, qui a été restauré en France par un géographe qui s'appelle Augustin Berg, qui est très inspiré par la philosophie japonaise, qui est un grand, enfin, parce que son terrain de travail était le Japon, donc il a été en contact avec la philosophie japonaise. Et pour le coup, on sait hein, que les Japonais ont un rapport différent au monde. Mm. Euh, donc, Et c'est marrant, je vous coupe avant que vous continuiez, mais on a publié là un épisode récemment avec un architecte incroyable qui s'appelle Maurice Sauzet et qui du coup a à l'occasion de bon déjà un grand amoureux du Japon et le Japon a transformé totalement sa manière de penser et de faire architecture,
Et du coup, c'est un ami aussi d'Augustin Berg qui a énormément participé à sa compréhension de ce qu'il avait ressenti au Japon en traversant des temples et qu'il a ensuite essayé toute sa vie de reproduire avec succès dans les maisons qu'il a pensées et construites. Ouais. Donc Augustin Berg revient en tout Ouais, cas donc dans l'épisode et je suis très contente. Ouais. Augustin Berg, dont malheureusement les écrits sont, à mon avis, trop méconnus en France. Alors, ça peut s'expliquer hein, parce que le type de philosophie asiatique et japonaise qui l'intéresse est aussi fortement méconnu en France. Donc c'est un travail d'importation qui est extrêmement compliqué, mais on peut trouver des formes de médiation. Hein. Le jardin japonais, par exemple, pourrait être repris comme une forme de médiation et d'incarnation d'un rapport à la nature différent. Hein. Donc, moi j'habite à Nice, hein, donc je suis pas très loin de Monaco. Et à Monaco, il y a un petit jardin qui reprend l'esprit japonais. Et pour le coup, on sent physiquement le type de rapport à la nature qui est différent. Et donc, écoumène, Oui, sur quoi repose cette notion? Enfin, qu'est-ce que c'est? en fait, c'est une relation qui marche dans les deux sens. C'est à la fois l'humanité en tant qu'elle habite la Terre, mais c'est la Terre en tant qu'elle est habitée par l'humanité. Et l'intérêt de cette notion, c'est de restituer justement cette relation bidirectionnelle. Alors, Augustin Berg, il rajoute une série de couches théoriques dans lesquelles on ne va pas rentrer parce que ça nous mènerait assez loin. Donc, c'est la notion de trajection, c'est la dimension de projet aussi. Parce que le rapport à la nature, le rapport au futur, c'est aussi une forme de projection. Alors, on va pas passer trop de temps là-dessus, mais ça rejoint aussi des préoccupations fondamentales de ma part. Euh, Notre rapport à la nature, enfin, ou la crise que nous vivons actuellement, c'est pas seulement un rapport à l'écologie ou au vivant, c'est aussi un rapport au futur. Et c'est pour ça que je suis revenu à la science-fiction et que je fais un gros passage théorique en introduction. Et ce qui fait qu'on est en situation de crise écologique, c'est pas seulement une question de rapport à l'environnement, c'est une question aussi de rapport au futur. Et c'est tout cet enjeu d'éthique des conséquences que restaure la science-fiction. Si nous sommes incapables de gérer collectivement l'environnement, c'est parce que nous avons un rapport au futur qui a été largement, alors je dirais pas détruit, mais qui a été largement érodé. Nous sommes devenus presque incapables de nous projeter dans des horizons qui sont au-delà du court terme. Donc, c'est ce que certains auteurs appellent le présentisme. Et ce présentisme nous a rendus, alors peut-être pas incapables, mais nous met en difficulté par rapport à la capacité à nous projeter dans le futur. Et c'est un des intérêts de la science-fiction de restaurer pour partie cette capacité à se projeter dans le futur, dont j'espère qu'elle nous aidera aussi à restaurer une capacité à restaurer notre rapport au vivant pour le coup. Et à mon avis, les deux vont ensemble. C'est pas seulement une question de rapport à l'écologie ou au vivant, c'est aussi une vraie grosse question de rapport au futur. Pour revenir à Ekumen, bah, c'est effectivement nous restaurer dans tout ça. C'est rapport au futur, ce côté bijectif de la relation. Voilà, c'est le rapport de l'humain à la Terre et le rapport de la Terre à l'humain. C'est Donc là là, où là, là pardon, je vous coupe, mais qu'est-ce que ça voudrait dire? Est-ce qu'on rentrerait ici dans une, est-ce qu'il, enfin, l'idée c'est de se projeter dans un futur co-construit. ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure à propos des prises. C'est retrouver des prises sur nos environnements et nos futurs. C'est se rendre compte que ce qui est, alors, environnement d'ailleurs est peut-être un mauvais terme, et Berg préfère celui de milieu, même d'autres termes. C'est se rendre compte que ce qui est autour de nous, justement, n'est pas un environnement. C'est quelque chose dans lequel nous sommes potentiellement intimement en relation, et dans les deux sens. Si nous avons des prises, c'est parce que ce qui est notre milieu nous offre aussi ces prises, et que ces prises n'ont pas été perdues. Et que nous, on est façonné aussi Oui, oui, tout à par le fait. milieu, du coup. C'est tous les sens qu'on a perdus. C'est notre capacité à voir, notre capacité à sentir, notre capacité à entendre, confèrent les travaux de Rachel Carson sur le printemps silencieux. Voilà, Carrément. voilà, c'est pas seulement les oiseaux qui disparaissent, c'est le chant des oiseaux qui disparaît aussi. C'est le type de bruit qui fait notre environnement quotidien. Là, je vois le quartier à Nice où j'habite, il y a le tramway qui passe. Ils ont refait l'habitat urbain de façon à faire revenir les arbres. Du coup, c'est les oiseaux qui reviennent aussi par la même occasion. Donc, on réentend des oiseaux qu'on n'entendait plus auparavant. Donc, mine de rien, le fait d'entendre d'autres bruits que le bruit des voitures, des klaxons ou autre chose, bah, induit aussi un autre type de rapport à notre environnement. Et l'environnement, c'est ces prises-là. C'est voir du vert, c'est sentir le parfum des plantes, ou d'autres odeurs, c'est entendre d'autres sons que les sons artefactuels, c'est toucher aussi, là, pour le coup le design peut avoir un rôle important. Je le dis parce que malheureusement, les simili espaces verts qu'ils ont fait autour de ce tramway,
ils ont mis des meubles en béton. Ouais. Au lieu d'avoir des bancs, c'est des espèces de sièges en béton. Et en fait, c'est pas un espace vert, c'est un espace qui est très artificiel. Et on est très loin, pour le coup, du jardin à la japonaise, quoi. Alors certes, ça recrée une forme d'espace en commun. Par contre, c'est pas forcément le type d'espace qui est le plus propice à la relation, l'esprit de quartier qu'on pouvait trouver auparavant. Voilà. Par exemple. Bah, enfin, ça me fait penser aussi là, je visitais des lieux pour un événement, la biennale qu'on va organiser, et en fait, c'était un espace où il y avait que des plantes stabilisées. Et c'est tout que j'ai dit, donc il était tout content, le monsieur, de dire qu'il y avait plein de verres et tout ça. Mais enfin, c'est là, du coup, la relation ne peut pas vraiment être créée parce qu'on est coupé, en Oui, fait. tout à fait. On est Bah, c'est coupé. ça. Ouais. Il faut la restaurer, cette relation. Alors, c'est pas facile. Ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts, mais il faut y penser. Voilà, c'est quelque chose qui se réfléchit. Et donc, du coup, si on, enfin, restaurer cette notion d'écoumène, enfin, ça nous amènerait où dans une société un peu, si on extrapole, qu'est-ce que dans les valences les plus hautes, Bah, qui aurait réussi à retrouver ce que j'appelais tout à l'heure la souciance à l'égard des milieux et à l'égard du vivant et de tout ce qui nous entoure. D'ailleurs, naturel ou artificiel. Euh, Moi, je suis très sensible hein, aux questions architecturales, au type d'architecture dans lequel nous sommes mis. La relation, c'est celle-là aussi, hein, et le type d'architecture dans lequel nous sommes induit aussi un type de relation par rapport à notre milieu. Tout ça mériterait d'être pensé. Ouais. Mais c'est un gros effort, enfin, c'est vraiment un gros effort. Hein. mais en fait, c'est là où du coup, en tout cas, je trouve que c'est intéressant parce que avec cette notion-là, on arrive aussi à la voix du corps, en fait, parce que on peut pas, enfin, quand il parle de milieu, etc., Augustin Berg, les prises là sont vécues par nous, Exactement, oui, exactement. Ce sont des expériences, ce sont des modes d'existence, oui, tout à fait. et ça, c'est vrai que autant la science-fiction, et elle peut vraiment nous permettre de justement nous projeter dans ces futurs, pour en fait anticiper aussi des choses et puis voir à quel point bah, peut-être qu'il y a des choses qu'on n'est pas obligé de vivre parce qu'on sait déjà un petit peu les conséquences délétères, en tout cas quand on a envie d'en être et que ça nous met en action. Mais je trouve que les prises dans la vie du quotidien, augmenter nous notre capacité à nous mettre en relation avec des prises. Donc ça veut dire aussi choisir les endroits où on va, d'autres où on va plus, ou enfin en tout cas être autonome un peu et mettre des limites peut-être, augmente dans la vraie vie aujourd'hui, mais donc par la voix de notre propre corps et de toutes nos cellules qui vivent des choses, ce potentiel d'émotion de surgir, et donc du coup aussi, on ne sait pas ce qui va surgir avec ça, mais peut-être des mises en élan aussi, Ouais, et tout à fait. des envies d'agir. Pour le coup, ça boucle avec ce que nous disions tout à l'heure sur la différence entre prospective et science-fiction. Ce que nous offre la science-fiction, c'est la dimension du vécu. C'est-à-dire que les générations futures, on les voit vivre, fonctionner, s'activer dans des. Alors quand je dis voir hein, sous forme littéraire, c'est par l'imagination. Au cinéma ou dans les jeux vidéo, c'est plus immersif. Mais pour le coup, on a ce vécu qui nous est mis à portée de sensations. Et c'est toute la différence par rapport à la prospective. Et c'est le gros avantage de la science-fiction, c'est de donner à l'expérience de pensée la dimension narrative, descriptive, que n'a pas nécessairement la prospective. Et est-ce que du coup, aujourd'hui, on pourrait peut-être désirer aussi, enfin en tout cas se souhaiter d'avoir davantage de prototopie, mais aussi un peu réel, enfin comme dans des petites bulles inventées par des personnes qui proposent à vivre avec le corps des futurs imaginés, souhaités, désirés par eux. Ouais, là, alors, j'ai été amené à m'en rendre compte là récemment, c'est que les frontières sont en train d'être franchies. Enfin, vous devez connaître ce qu'on appelle le design fiction, euh, Ouais, que Catherine connaît aussi, vous verrez ça plus longuement avec elle. ouais. Mais il y a ce type d'exercice qui se fait dorénavant où la prototopie, c'est pas forcément quelque chose qui est donné clé en main par des auteurs, mais c'est aussi quelque chose qui peut se construire dans ces ateliers qu'on appelle dorénavant de design fiction. Là, pour le coup, les acteurs ou actrices peuvent se l'approprier et construire leur propre prototopie avec les dimensions et paramètres qui, qui leur paraissent les plus désirables. Bon, en tout cas, nous, et ça, je fais une petite parenthèse pour les auditrices et auditeurs, mais là, en 2025, on aura notre petite
prototopie à nous avec l'association et notamment la Biennale Amants Vivants là qu'on est en train de préparer et qui est voilà notre petite pierre à nous en tout cas de ce qui nous paraît être les pistes très très sérieuses pour demain pour à la fois voilà fabriquer des choses, des objets depuis l'échelle du bâtiment jusqu'à la petite cuillère. Et aussi, parce qu'on en parlait quand même en filigrane, mais c'est vrai que réentendre les oiseaux et le bruit des feuilles, voir tout ça. Donc on espère en plus nous que ce sera dans un lieu qui sera aussi constitué d'un jardin, avec un intérieur et un jardin à Paris. Donc on croise les doigts parce que voilà, on est encore en discussion, mais et puis en tout cas pour justement peut-être partager ce que ça fait de faire partie de ces aventures de personnes qui tentent des trucs et qui prennent, enfin qu'on est un peu au mieux, on est pris pour des poètes, au pire, on est pris pour un peu des personnes un peu voilà, farfelues. Mais je trouve que c'est chouette, en tout cas, de prendre des risques parce que les aventures humaines que ça génère, les liens que ça crée, les personnes qu'on permet, que ça nous fait rencontrer, parce que du coup, bah, on sort en fait aussi de nos zones, etc. Et je pense que ça, ce n'est pas réservé que à des commissaires d'exposition ou des gens qui en fait ont fait ces études-là, voilà, mais que sûrement que finalement on a besoin d'expérimenter et que plus on saura à peut-être partager ici et là, enfin quand on voit là le nombre de lieux qu'on a visités avec Marie-Cassandre à Paris qui sont vides, en fait il y a vraiment plein de choses qui pourraient être faites et nous qui nous mettent vraiment bah voilà, même si c'est pas longtemps, pas. Je pense aussi que cette expérience du collectif, de la coopération et de comment est-ce que, un peu comme le vivant, on va s'intégrer là où il y a des petits trous, là où il y a du vide, fait surgir des choses improbables. En fait, vraiment et cette puissance-là, bon bah on est peu à pouvoir témoigner parce qu'en fait c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de faire ça, mais je trouve que c'est vraiment très très riche en fait, et c'est une richesse qui n'est pas vraiment accessible autrement que par ces biais-là. Donc voilà, donc j'espère que nous aussi on va réussir à créer des prises dans ces expériences et vous êtes évidemment le bienvenu. On partagera une invitation si vous êtes parisien à ce moment-là. On serait ravis de vous accueillir et je pense aussi qu'on va essayer d'imaginer des conférences et puis faire sortir aussi de ces silos et de ces parce que on est tous quand même dans des silos quoi, qu'on le veuille ou pas, on est aussi tous dans des bulles, mais voilà, avoir des petits moments comme ça où on fait l'exercice de sortir de ça et de se confronter à ce qu'on ne connaît pas. Et donc voilà, quand je vous ai contacté, je me suis dit mais en fait je n'ai aucune culture de science-fiction. Est-ce que je vais arriver à voilà. Mais en fait c'est pas grave. Je pense qu'il y a plein de choses j'ai des références que j'avais pas du tout, mais au contraire ça me nourrit beaucoup et je me dis que ça me donne qu'une envie. C'est ce qui résonne en tout cas aussi. Aller regarder. Donc ouais, chacun peut-être. Enfin, j'espère en tout cas que ces manières de faire vont être de plus en plus prises un peu au sérieux parce que c'est pas très, je sais pas, soutenu. J'ai l'impression aussi de. Ça bouge un peu par rapport à il y a quelques années. Petit certes, mais ça bouge un peu. Est-ce que vous avez quelque chose qu'on n'aurait pas dit ici, Yannick, et qui vous pense, enfin voilà, serait bien peut-être à rajouter ou pour clôturer un petit mot de la fin avant que je vous pose ma dernière question sur la personne à laquelle vous aimeriez passer le relais, mais On pourrait potentiellement y passer des heures. Hein. Il y aurait beaucoup, beaucoup à dire. En tout cas, j'invite les auditeurs et auditrices à peut-être quitter les préjugés à l'égard de la science-fiction parce que la science-fiction voilà, véhicule encore ou subit encore beaucoup de préjugés. Allez y voir, à prendre le risque. Et le choix est tellement vaste qu'en fait on peut trouver mais vraiment tout. Quoi. Voilà. Tout. ma dernière question, Yannick, ce serait à qui est-ce que vous aimeriez passer le relais dans ce podcast? Ouais. Augustin Berg, c'est une très bonne idée. S'il est prêt à se plier à l'exercice, ouais. Bah, j'adorerais vraiment parce que là, en très peu de temps, il arrive dans ma vie, alors que j'ignorais tout de Ouais, lui. ouais, et ce serait une très bonne manière d'inviter à relire son œuvre qui malheureusement est passée, a été négligée, laissée de côté. Alors, j'ai beaucoup de respect pour Bruno Latour, hein, qui m'a beaucoup inspiré, mais dont je trouve la pensée sur ce plan en deçà de l'inspiration que pourrait produire Augustin Berg. Et à nouveau, j'ai beaucoup de respect hein, par rapport à Bruno Latour, notamment ce qu'il a fait sur sa réflexion sur Gaïa, avec laquelle je suis pas forcément très en phase, mais c'était une manière de restaurer
une forme de relation au vivant et à la nature avec beaucoup de guillemets. Et par rapport à la puissance de réflexion qu'avait Augustin Berg et de manière anticipée par rapport au Bruno Latour, je trouve qu'on aurait plus intérêt à lire Augustin Berg qu'à lire certains écrits récents de Bruno Latour, qui à certains égards nous font... Enfin, je n'ai pas fait perdre un peu de temps, mais je pense qu'il y aurait plus à aller chercher avec cette notion d'écoumène et toutes les notions adjacentes d'Augustin Berg, et avec tout le respect à nouveau que chez Bruno Latour, pour Bruno Latour. Voilà. Mais, voilà. Augustin Berg est encore vivant, donc profitons-en Oui. si on peut profiter. Ouais, je vais tout faire pour qu'on puisse l'avoir en tout cas d'échanger avec lui ici sur le podcast. Merci beaucoup Yannick pour cet échange.